Mon propre fils, policier, m'a menotté sur ma pelouse. Sa femme m'a giflé si fort que j'en ai eu les oreilles qui bourdonnaient, puis a hurlé que j'avais perdu la tête. Il disait que j'étais instable, que j'avais besoin d'aide, que je représentais un danger pour moi-même. Les voisins restèrent figés, hésitant entre croire ce qu'ils voyaient et ce qu'on leur disait. Mais je connaissais la vérité. J'avais payé cette maison, brique par brique, année après année. Et cette nuit-là, alors que la pluie trempait mon chemisier et que l'acier mordait mes poignets, j'ai compris qu'il y avait bien pire que la trahison. Le silence. Ils me croyaient impuissant, mais ils l'ignoraient. J'ai contribué à écrire le système même qu'ils essayaient d'utiliser contre moi. J'avais commencé à éviter complètement l'étage. Je savais exactement quelle planche craquait près du couloir. Je savais combien de temps le micro-ondes sonnait avant que Janelle ne craque et ne dise que je le faisais exprès. Et je savais sans l'ombre d'un doute que la femme qui m'appelait autrefois maman souhaitait maintenant ma disparition. La maison me semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. La même que j'avais achetée il y a 32 ans avec l'argent de mes nuits de travail aux urgences et de mes coupons de réduction juste pour payer le chauffage. Mon nom n'était plus sur le nouveau titre de propriété. Plus maintenant. J'avais demandé à Troy d'ajouter son nom quand j'étais en mauvaise santé, il y a 5 ans. C'était censé être temporaire. Il n'a jamais ajouté le mien. L'ironie, c'est que je payais encore les impôts, la plupart des réparations. Je leur ai même donné l'argent pour la nouvelle toiture au printemps dernier. Mais Janelle ne voulait pas que je m'approche du grenier quand il recevait les ouvriers. Elle disait que je mettais les gens mal à l'aise. La plupart du temps, je restais dans ma chambre du bas. J'avais un petit réfrigérateur, une plaque chauffante et un petit fauteuil inclinable. Troy descendait mon assiette. Ces jours-ci, il la laissait juste devant la porte, comme si j'étais une patiente d'une maison de retraite. Ils avaient commencé à appeler ça leur maison à voix haute. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Un après-midi, Janelle a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Elle m'a dit qu'ils avaient besoin de cet espace pour son nouveau bureau à domicile et qu'il serait plus logique que je reste dans la véranda ou que je me tourne vers une de ces résidences pour personnes âgées où règne une ambiance conviviale. Troy se tenait derrière elle, silencieux, les bras croisés. Il refusait de me regarder dans les yeux. Ce silence me faisait plus mal que tout ce qu'elle disait. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Elle n'a même pas répondu. Elle a juste dit « Ce n'est pas personnel, Beverly. C'est juste une question de temps. » Mais c'était profondément personnel. Ce soir-là, assise seule à écouter leur rire à l'étage, j'ai ressorti la vieille photo de Troy lorsqu'il a reçu son badge. Il souriait, debout à côté de moi sur les marches de l'académie. J'avais été si fière, si naïve. Je n'arrête pas de me demander, quand mon fils a-t-il cessé de me voir comme sa mère et commencé à me voir comme un fardeau? Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas claqué les portes. Ça aurait été plus facile. Ils ont effacé ma présence comme une poussière indésirable sur une étagère. Une gomme douce et uniforme. Et pourtant, une partie de moi voulait croire que Troy ne le pensait pas, qu'il était peut-être pris entre deux feux. Il ne savait pas comment lui tenir tête. Mais quelque chose dans son regard ce jour-là, vide, résolu, me disait qu'il avait choisi son camp. Si vous vous êtes déjà assis dans une maison que vous avez construite, entouré de la famille que vous avez élevée, et que vous vous êtes quand même senti invisible, alors vous comprenez. Vous comprenez ce que cela signifie. Perdre sa place chez soi, et pire encore, réaliser qu'on ne regrette même pas son absence. Tout a commencé par un petit déjeuner tranquille et une pile de papier sur la table de la cuisine. Janelle était déjà assise, impeccablement habillée, les cheveux en arrière, tapotant le comptoir avec un stylo. Son café était à peine touché. Quand je suis entrée, elle n'a pas levé les yeux. Troy se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés. Il ne m'a pas salué. Il a juste pointé du doigt la chaise en face d'elle, comme s'il s'agissait d'une déposition, et non d'une cuisine familiale. Je me suis assise. Mon café était déjà servi. J'ai remarqué cela étrangement, presque comme s'il s'attendait à ce que j'entre. Janelle a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement rangés avec des onglets jaunes indiquant les endroits où je devais signer. Elle n'a pas donné de longues explications, a juste dit que cela simplifierait les choses, les sécuriserait, que si quelque chose m'arrivait, Troy et elle n'auraient pas à se lancer dans une série de démarches juridiques pour accéder à la maison. Elle a utilisé le mot « simplification ». J'ai gardé les mains jointes. J'ai demandé qui avait rédigé le document. Document, elle dit, une amie à elle. Droit immobilier, ajouta-t-elle.
Bonne réputation. Elle reprit ce ton. Professionnel, efficace, un contrôle à peine voilé. Puis Trois prit la parole, disant que ce n'était qu'une formalité, que nous étions toujours une famille, qu'il m'aimait. Les mots ne correspondaient pas à sa posture. J'ai regardé la première page. Il était écrit que je transférais la pleine propriété de la maison à Trois et Janelle par donation conjointe avec effet immédiat. Aucune clause, aucune protection, aucun droit de séjour. J'ai demandé, et si je ne signais pas? Les lèvres de Janelle se sont retroussées dans ce sourire qu'elle arborait lorsqu'elle parlait aux agents immobiliers. Elle m'a dit que je pouvais rester ici aussi longtemps que je le voulais, mais que les choses se compliquaient avec les impôts, les assurances, la responsabilité. Encore ce mot, la responsabilité. Trois n'a pas dit un mot. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Le sourire de Janelle s'est figé une seconde, puis s'est adouci. Elle a dit, « Bien sûr, prenez un jour ou deux. » Mais les choses bougeaient et nous nous sentirions tous mieux une fois cette affaire réglée. J'ai porté le dossier dans ma chambre comme s'il pesait 25 kilos. Je me suis assise au bord du lit et je l'ai regardé. Je n'étais pas surprise. Je l'avais vu venir. Je ne savais pas que je ressentirais ça, comme une expulsion discrète avec un stylo au lieu d'un avis. Le reste de la journée fut silencieux. Personne ne m'apporta à dîner. Je ne mangeais pas. Les papiers restèrent intacts sur ma table de nuit. Le lendemain matin, Trois frappa. C'était inhabituel. Il entrait comme ça. Il me demanda si j'avais eu le temps de tout lire. J'ai dit oui. Il me demanda si j'étais prête à signer. J'ai dit non. Son visage resta inchangé. Il hocha simplement la tête et dit « Bon, tiens-le-lui au courant. » Le soir même, la lumière du couloir devant ma chambre était éteinte. J'entendis le grincement de l'escalier du grenier, le bruit des cartons. La voix de Janelle, étouffée mais ferme, réorganisait, reprenait ses esprits comme si on se préparait déjà à mon départ. Cette nuit-là, je ne dormis pas. La maison craquait comme si elle respirait lourdement. Je n'arrêtais pas de penser à l'étrangeté d'être entouré de ses propres meubles, de ses propres rideaux, de ses propres photos encadrées, et de se sentir malgré tout comme une invitée, comme si sa présence était tolérée, non bienvenue. Personne n'a claqué les portes, personne n'a élevé la voix, mais le message était clair. Il voulait que je parte. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, bientôt. 3 jours après qu'il m'ait remis les documents, je suis entrée dans le salon et je les ai trouvés debout près de la cheminée, en train de chuchoter. Janelle tenait un mètre ruban. Trois son téléphone. Ils ont arrêté de parler en me voyant. Elle a souri trop vite. Elle a dit qu'ils envisageaient de refaire les murs, peut-être de repeindre, de moderniser un peu l'espace. Elle a fait un geste vers le fond de la pièce et a évoqué l'idée de transformer le rez-de-chaussée en studio pour elle. Bien sûr, quelque chose à propos de la lumière naturelle. J'ai hoché la tête. Puis je suis passée devant eux et me suis placée devant la cheminée. Là, sur l'étagère où j'avais toujours rangé la photo de mon défunt mari et de nos fils quand ils étaient jeunes, j'ai découvert que le cadre avait été retourné face contre terre. Juste à côté, il y avait une photo récente de Janelle et Trois, bras dessus bras dessous, devant une nouvelle annonce. Le logo de l'agence immobilière de Janelle y était inscrit. Le soir même, j'ai ouvert le placard à linge du couloir pour prendre une serviette propre, et quelque chose a attiré mon attention. La moitié de mes cartons avait disparu. L'étagère du haut, où je rangeais mes vieux vêtements d'hiver et mes albums photos, était complètement vide. Il y avait des bacs de rangement que je ne reconnaissais pas, étiquetés de la main de Janelle, des fournitures marketing, des fournitures de bureau. Je n'ai rien dit. Pas encore. Le lendemain matin, Janelle m'a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous pour moi dans une résidence pour personnes âgées du quartier. Elle a appelé ça une visite. Elle a dit qu'elle avait déjà parlé à quelqu'un et qu'une chambre était disponible d'ici la fin du mois. Ce n'était pas une suggestion. Son ton avait changé. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que c'était nécessaire. Elle a dit qu'elle pensait au confort de tous, que la maison avait changé, que son travail exigeait de l'intimité, que le quartier n'était pas adapté à quelqu'un de mon âge vivant seul. Je lui ai rappelé que je n'étais pas seule. C'était ma maison. Elle m'a corrigé. Elle a dit que c'était le cas avant. Trois est entré, les mains sur les hanches, et a dit que ce n'était plus une question de propriété. C'était une question de sens. Ils avaient des projets. La maison devait évoluer. Je faisais partie du passé. Il n'a pas utilisé ce mot exactement, mais c'est ce qu'il voulait dire. Une ombre de ce qui comptait autrefois. J'ai senti mes genoux se dérober sous moi, mais je suis restée immobile. Plus tard dans la journée,
J'ai traversé le couloir en direction de l'arrière-salle où j'avais rangé mes vieux dossiers dans une armoire verrouillée. Des choses datant de l'époque où je travaillais au service d'urgence et aux services sociaux. Manuel, guide de formation, notes de tribunal, l'armoire était ouverte. Les dossiers avaient disparu. J'ai fouillé le placard, le tiroir du bas, et même la boîte à chaussures où je gardais les copies de mes lettres de pension. Vide. Ce soir-là, ils ont servi le dîner sans un mot. Poulet rôti, brocoli, riz. Le mien était sur une assiette en carton posée sur une table d'appoint avec des couverts en plastique. J'ai regardé à travers la pièce et j'ai vu qu'ils mangeaient avec des assiettes en céramique, des verres et du vin. C'était subtil, mais délibéré. Je savais alors qu'ils n'attendaient pas ma signature. Ils se préparaient pour le jour où je partirais, que je le veuille ou non. Et ce qui m'a le plus brisé, c'était la confiance silencieuse dans leurs actions. Comme s'ils croyaient pouvoir m'effacer sans élever la voix. Juste de petits pas méthodiques, redéfinir la maison, l'espace, la routine, réécrire l'histoire sans moi. C'était un dimanche après-midi quand les choses ont finalement basculé. Janelle m'a invité à monter. Sa voix était égale, trop calme, comme si elle avait répété chaque mot. Arrivé en haut des escaliers, j'ai remarqué que mes portraits encadrés avaient disparu du couloir. À leur place, de nouvelles toiles de plage et des slogans immobiliers. Je me suis arrêtée. Elle l'a remarqué. Elle m'a conduite dans ce qui était autrefois la chambre d'amis. La porte avait été fraîchement repeinte. À l'intérieur, mon meuble à couture avait disparu. Le lit jumeau avait été remplacé par un élégant bureau en verre, une lampe annulaire, un ordinateur portable et un fond d'écran griffé. Elle appelait ça son nouveau bureau. Je lui ai demandé où étaient passées mes affaires. Elle m'a répondu qu'elles avaient été déplacées dans la véranda pour le moment, le temps que je finalise mes prochaines étapes. Ces mots étaient doux, mais définitifs. Trois se tenaient dans l'embrasure de la porte, sans rien dire. Cette même nuit, j'ai entendu du mouvement à nouveau. Des cartons qu'on déplaçait. Je suis sorti en silence et me suis dirigé vers le garage. Les lumières étaient allumées. Trois empilaient des bacs de rangement. Les miens, étiquetés avec du ruban adhésif de la main de Janelle. Certains étaient marqués « à donner », d'autres « grenier », d'autres encore « pas du tout ». Il ne s'est pas arrêté en me voyant. Il a continué à coller du ruban adhésif. Son silence était un mur. Je lui ai demandé si c'était vraiment ce qui se passait. Il a dit qu'il valait mieux prendre les devants. Pas de drame. Il a utilisé cette expression. Pas de drame. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je suis restée assise un long moment. Ils essayaient de faire comme si de rien n'était, comme une transition. Mais ça ressemblait à une expulsion discrète. Pas de papier, pas de dispute, juste de l'érasie. Le lendemain matin, ils ont convoqué une réunion de famille. Ils n'ont pas demandé si j'étais disponible. Ils m'ont dit de venir à la salle à manger à 10 heures. Je me suis assis en bout de table, à l'endroit même où je servais les repas de fête, où Trois s'asseyait et balançait ses jambes quand il était enfant. C'était maintenant un homme en uniforme, les bras croisés, le visage fermé. Janelle a placé une épaisse enveloppe devant moi. À l'intérieur se trouvaient 2 jeux de documents. L'un était un acte notarié révisé, cette fois avec des signatures mises à jour. L'autre était une brochure de la maison de retraite soigneusement pliée avec un post-it indiquant « Préapprouvé, prêt à emménager ». Elle a expliqué que c'était une mesure de sécurité, qu'elle avait parlé à quelqu'un des lois sur la vulnérabilité des personnes âgées, que techniquement, il pourrait saisir le tribunal si j'étais perçue comme instable. Elle l'a dit doucement, prudemment, mais cela a fait l'effet d'une gifle. J'ai regardé Trois. Il n'a pas bronché. Je me suis levée. Mes genoux tremblaient, mais je ne les ai pas laissés voir. Je suis sortie de la pièce et suis entrée dans la cuisine. J'avais le souffle coupé. J'ai ouvert la porte de derrière et je suis sortie. L'air m'a frappé au visage comme une vérité crue. Il ne me demandait pas de partir. Il se préparait à ce que je ne puisse plus revenir. Et c'est là que tout a basculé. Pas bruyamment, ni avec des cris ni avec une assiette cassée. Mais quelque chose en moi a cliqué. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir sous mon lit et j'ai attrapé quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années. C'était une boîte noire, fine et plate, rangée sous de vieux dossiers fiscaux. À l'intérieur se trouvait un petit émetteur que je n'avais pas utilisé depuis l'époque où je travaillais pour le département des services de protection. Il fonctionnait encore. J'ai appuyé sur le bouton de test. Une petite lumière verte a clignoté. Puis j'ai fermé la boîte, je l'ai glissée dans mon sac à main et j'ai refermé la fermeture éclair.
Je n'avais pas encore de plan, mais j'avais quelque chose qu'ils ignoraient et c'était suffisant pour le moment. L'émetteur n'avait pas été utilisé depuis près de 20 ans. Je le gardais pour les urgences lorsque je travaillais au département des services de protection. Il était censé alerter la ligne des enquêtes internes lorsque des agents de première ligne étaient menacés ou témoins d'abus au sein du système. À ma retraite, ils ne l'ont jamais réclamé. La plupart des gens ignoraient même que ces canaux existaient encore. Je ne l'ai pas encore activé. Je l'ai simplement gardé à portée de main. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de calculs silencieux. Je les observais de plus près. Je commençais à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Des appels téléphoniques subtils entre Troy et quelqu'un qu'il appelait simplement le capitaine Ri. Un dossier laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine, intitulé « Transfert de tutelle ». Un onglet de navigateur laissé sur l'ordinateur portable de Janelle affichait le site du greffier du comté. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Ils montaient un dossier juridique pour me priver d'autonomie. Ils avaient insinué quelque part que je n'étais pas stable mentalement, que j'avais besoin de soins, que je pouvais être un danger pour moi-même. Je trouvai une enveloppe adressée à un avocat local spécialisé dans les soins aux personnes âgées. L'adresse de retour était celle du bureau de Janelle, mais je ne les confrontais pas. Pas encore. Au lieu de cela, je suis allé dans le garage un après-midi et j'ai sorti le coffre verrouillé de l'étagère supérieure. À l'intérieur se trouvaient des dossiers que je n'avais pas touchés depuis les débuts de la rédaction de protocoles pour les unités d'intervention contre la maltraitance des personnes âgées. J'avais coécrit la moitié des manuels de conformité encore utilisés par les travailleurs sociaux aujourd'hui. Je connaissais la procédure. J'en connaissais les failles. Je savais comment documenter. J'ai commencé à tout rassembler, chaque interaction, chaque conversation. J'ai imprimé des captures d'écran de mes échanges textuels avec Troy datant d'il y a des années, montrant que je l'avais initialement ajouté à l'acte pour procuration médicale et non pour propriété. J'ai pris des photos de mes flacons de médicaments classés par date. J'ai téléchargé une vidéo du babyphone que je gardais caché dans ma chambre du rez-de-chaussée, qui avait filmé Janelle ouvrant des tiroirs et en sortant des dossiers. J'ai tout documenté. Un soir, je les ai entendus dans la cuisine. Janelle riait. Elle a dit à Troy de ne pas s'inquiéter. Elle a ajouté, le temps que je réalise ce qui s'est passé, les papiers seraient déjà classés. Les dossiers de tutelle n'avaient pas besoin de beaucoup de preuves si l'histoire était suffisamment émouvante. J'ai noté cela mot pour mot. C'est alors que j'ai décidé d'activer l'émetteur. Pas un geste spectaculaire, juste une tape. Une seconde. Il alerterait les services de l'État avec un horodatage et mon ancien code d'accès. Puis j'ai attendu. Le lendemain matin, les choses se sont précipitées. Troy est descendu en uniforme, mais j'ai remarqué que son badge n'était pas accroché à sa poitrine. Il le tenait à la main. C'était nouveau. Il a dit qu'un invité arrivait. Quelqu'un du service a dit que c'était un contrôle de santé. De la routine, juste de la paperasse. J'ai hoché la tête. 10 minutes plus tard, un SUV noir s'est arrêté. Pas une voiture de patrouille. Banal. Puis un autre. Puis 5 autres. L'un après l'autre, silencieux, précis. Le capitaine Ri a été le premier à sortir. Il n'a pas souri. Il a demandé Troy par son nom complet, non pas comme collègue, mais comme sujet. Janelle est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un blazer comme si elle s'était habillée pour une négociation. Mais lorsque le deuxième agent est entré et a demandé à voir ses documents de licence et ses formulaires d'admission de clients du mois précédent, son visage a changé. J'ai reculé, les ai laissés prendre possession de la pièce. Pas de cris, pas de lutte, juste le bruit des stylos qui s'ouvrent et des dossiers qu'on ouvre. Troy ne m'a pas regardé, pas une seule fois, et je n'ai pas dit un mot, car je n'en avais pas besoin. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la maison la plus silencieuse que j'ai entendue depuis des mois. Pas de bruit de pas au-dessus de moi, pas de soucis de mixeur, pas d'ordre de stationnement dans l'allée, juste le doux bourdonnement du chauffage et le bruit des oiseaux qui tapotaient à la vitre. Les SUV avaient disparu. Les voix aussi. Les agents étaient restés près de 3 heures la veille. Ils se déplaçaient par deux, polis mais fermes. Une équipe se concentrait sur les documents de tutelle rédigés par Janelle. Une autre examinait l'utilisation récente par 3 des bases de données du service. Je n'avais pas imaginé l'ampleur de tout cela. Je ne le voulais pas. Il s'est avéré que Janelle avait récupéré mon historique d'ordonnance via un système d'assurance privée en utilisant le numéro de badge de Troy. Elle avait constitué un dossier suggérant que je souffrais d'un déclin cognitif précoce. Même si je n'avais jamais manqué un paiement,
une date ou un nom de ma vie, ils ont construit toute une histoire à partir de demi-vérités soigneusement sélectionnées. Assez pour me présenter comme un fardeau, juste assez pour justifier une signature discrète d'un juge. Mais maintenant, cette histoire était à l'étude. À midi, j'ai reçu un appel des affaires internes. Une femme nommée Rachel s'est exprimée lentement, distinctement. Elle m'a remercié d'avoir utilisé l'ancien émetteur d'urgence et m'a dit qu'il n'avait pas été activé depuis des années. Elle m'a dit qu'ils avaient associé mon code à un profil d'autorisation dormant, mais vérifié. Elle m'a dit qu'ils rouvriraient une enquête jusqu'à close. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Il y a 5 ans, j'avais porté plainte contre le capitaine Ri lui-même pour mauvaise gestion des protocoles de protection des personnes âgées. Il avait riposté en coupant le financement de notre service. J'avais conservé des archives. Je ne les avais pas utilisées. Mais maintenant, quelqu'un d'autre les avait récupérées. Un audit complet était en cours. Rien de tout cela ne changeait le fait que je vivais toujours dans la même maison avec les mêmes personnes. Troy est rentré tard ce soir-là, seul. Il marchait lentement. Il est passé devant ma chambre sans s'arrêter. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir. Le micro-ondes a bipé, puis le silence. Janelle n'est jamais revenue. Le lendemain, une convocation est arrivée. Une demande officielle de rendez-vous avec le Bureau des réclamations immobilières, me désignant comme l'occupant actuel du litige et Troy et Janelle comme les cessionnaires temporaires. Cette formulation m'a fait réfléchir. J'ai appelé le numéro en bas de la page. La femme à l'autre bout du fil a reconnu mon nom. Elle m'a dit qu'il y avait un signal d'alarme sur la demande de transfert de titre. Quelque chose à propos d'incohérences dans les signatures, de dates non concordantes. Elle a dit qu'il bloquerait toute modification jusqu'à ce qu'un examen complet soit effectué. J'ai raccroché et je suis resté là-dessus un long moment. La maison m'appartenait toujours, non seulement légalement, mais aussi physiquement. J'y avais survécu. Je lui avais donné un nom. Chaque mur, chaque brique, chaque charnière réparée contenait des morceaux de moi. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Du soulagement. Ni de la joie, ni de la victoire. Juste un soulagement silencieux et constant, mais aussi du chagrin. Non pas à cause de la trahison qui avait déjà fait des ravages, mais parce que j'avais vu ce que Troy était devenu. Le garçon qui se cachait autrefois derrière moi pendant les tempêtes avait appris à se tenir debout en m'effaçant. Il n'avait pas laissé Janelle faire. Il l'avait aidée. Il avait choisi son plan. Il m'avait regardé me rétrécir chez moi sans jamais me tendre la main. Je n'espérais plus qu'il s'excuse. Je ne souhaitais plus qu'il s'explique. Je savais simplement que je ne lui ferais plus jamais confiance. C'était la perte ultime, et je l'acceptais. Les jours qui suivirent s'écoulèrent par vagues lentes et silencieuses. Troy parlait à peine. Il restait la plupart du temps à l'étage, porte close, téléphone collé à l'oreille. J'entendais des bribes de conversation à travers le plancher, des réunions avec des représentants syndicaux, quelque chose à propos de congés administratifs, d'une évaluation interne. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Son badge n'était plus accroché à sa poitrine, car il n'avait pas le droit de le porter. Janelle ne revint pas. Elle envoya un coursier récupérer ses affaires. 2 grandes boîtes fermées avec du ruban adhésif. L'une d'elles portait mon écriture sur le côté. Elle avait autrefois contenu des guirlandes de Noël. Maintenant, elle contenait tout ce qu'elle avait récupéré dans les tiroirs de la cuisine. Je ne les ai pas arrêtés. J'ai simplement ouvert la porte d'entrée et laissé l'homme les prendre. J'ai passé l'après-midi suivant dans la véranda. L'air était frais et constant. Pour la première fois depuis des mois, j'ouvris la fenêtre, laissant le vent souffler. Il agita les rideaux juste assez pour me rappeler que la maison respirait encore. Puis je suis allé dans le placard du fond et j'ai sorti le dernier dossier que j'avais caché. C'était le dossier de propriété original, signé et notarié il y a 20 ans. L'acte ne portait que mon nom. L'avenant d'il y a 5 ans, qui ajoutait 3 temporairement, comportait une clause stipulant que la propriété reviendrait à l'unique propriétaire une fois mon état de santé résolu. Cette clause n'avait jamais été appliquée, car j'avais récupéré en 6 mois. Mais je n'ai jamais déposé les documents nécessaires pour le faire revenir en arrière. Je lui avais fait confiance. C'était mon erreur. J'ai apporté le dossier à une femme nommée Altia, avocate retraitée spécialisée en droit civil, qui était une amie de mon défunt mari. Elle vivait seule maintenant, enseignait le droit à temps partiel et conservait toujours son permis de travail prono. Elle a lu le dossier lentement, page par page. Puis elle m'a regardé. Elle a dit que c'était réparable. Elle a précisé que la signature de Troy sur la tentative de transfert avait été copiée d'un ancien formulaire d'assurance.
Le notaire indiqué n'était plus titulaire d'un permis valide depuis plus d'1 an. Le dépôt avait été accepté uniquement grâce à une faille numérique qui permettait aux documents préliminaires de rester dans le système Clark sans vérification. Autrement dit, le transfert était annulable et probablement frauduleux. Nous avons déposé une injonction. En moins d'1 semaine, j'ai reçu une confirmation officielle. Le comté avait décrété un gel temporaire de tous les changements de titre de propriété en attendant un examen complet. 3 recevraient des documents s'ils tentaient d'autres transactions. À mon retour ce jour-là, les lumières du couloir étaient éteintes. La télévision était silencieuse. 3 étaient assis à table, les épaules voûtées, le regard perdu dans le vague. Il ne m'a pas demandé où j'étais. Il ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, il a dit qu'il déménagerait d'ici la fin du mois. Ni colère, ni dispute, juste ça. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, je me suis préparé une soupe, celle que je faisais quand les garçons étaient petits. Des pommes de terre, du maïs, des restes de jambon. Je ne lui en ai pas offert. Je me suis assis à table avec un bol, une cuillère, une serviette, pas de couvert. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne m'a pas fait mal. Il s'est installé autour de moi comme une couverture, familière, stable, mienne. La maison était toujours debout, et moi aussi. C'était fin septembre lorsque Troy a emballé ses dernières affaires. Il n'a rien annoncé. Il n'a pas demandé d'aide. Un jour, j'ai entendu le bruit d'un carton traînant sur le sol. Le lendemain, sa chambre était vide. Pas de pas à l'étage, pas de clé qui claquait près de la porte, juste le silence. Je ne l'ai pas regardé partir. Je l'ai laissé fermer la porte sans un au revoir. L'allée était vide au matin. Il ne restait qu'une maison qui semblait trop silencieuse au mauvais endroit. Pas paisible, pas encore. Juste vidée comme un théâtre après la tombée du rideau. On est assis là, seul dans le public, et l'air est encore chargé de ce qui venait de se jouer. Je n'ai pas cherché à le remplir. J'ai laissé le silence s'installer. Cette semaine-là, j'ai fouillé chaque tiroir, chaque dossier, chaque recoin de la maison. Je ne cherchais pas des choses à sauver. Je cherchais ce qu'il fallait enlever, ce qui avait été laissé derrière. J'ai retrouvé de vieux courriels que Janelle avait imprimés et rangés dans ses dossiers de travail, des propositions pour transformer le garage en appartement locatif, des feuilles de calcul budgétaire intitulées « Phase 1 de rénovation ». Aucun d'eux ne portait mon nom. J'ai passé chaque feuille à la déchiqueteuse. J'ai sorti la poubelle moi-même. Il y avait aussi des choses qui ne méritaient pas d'être effacées. Une photo de 3 à 10 ans, souriant de travers avec une dent de devant manquante. Une carte d'anniversaire datant d'il y a des années où il avait griffonné le mot « héros » au marqueur bleu. Je ne les ai pas jetés. Je ne les ai pas non plus exposés. Je les ai placés dans une enveloppe scellée et rangée au fond du placard. Certains souvenirs n'avaient pas besoin d'être brûlés. Ils avaient juste besoin de se reposer. Une fois la maison vidée, je me suis retrouvée au milieu du salon et je me suis demandé ce que cet espace allait devenir maintenant qu'il était à nouveau mien. Pas une salle d'exposition. Pas un champ de bataille partagé. Quelque chose de plus doux, quelque chose de réel. J'ai appelé un entrepreneur et lui ai demandé s'il pouvait démonter la cloison que Janelle avait ajoutée près de la cuisine. Elle m'a dit que ça pouvait se faire en 2 jours, alors j'ai pris rendez-vous. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé en voiture jusqu'à la sortie de la ville, dans un petit centre communautaire où je faisais du bénévolat avant que tout ne se complique. Il avait été rénové, avec de nouveaux bancs, des murs propres et un petit jardin à l'arrière. J'ai proposé d'animer un cours, pas une conférence, rien d'officiel, juste un cercle hebdomadaire pour les femmes de plus de 60 ans, un espace pour parler, écrire, partager ce qu'est la vie après des pertes dont personne ne parle. Dignité, espace, pouvoir. La directrice a souri et a dit « Oui ». Nous avons fixé la date de début à octobre. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une librairie. J'ai pris un carnet, pas pour des notes juridiques, pas pour des preuves, juste des pages blanches. Je voulais un espace pour écrire sans être observé, sans me forcer. Ce soir-là, j'ai de nouveau cuisiné. La même soupe, un peu plus épaisse cette fois. Je me suis assise près de la fenêtre, le vent frais caressant mon visage. J'ai allumé une bougie, non pas pour faire mon deuil, mais pour me rappeler que cette maison était encore éclairée. Je n'attendais plus de pas dans le couloir. Je ne craignais plus ce qui pourrait m'être volé. Aucune bannière de victoire n'était accrochée sur le porche, aucune annonce n'avait été faite au voisinage. Mais dans ce silence, quelque chose avait changé.
Cette maison était la mienne, et cette fois, je la protégerais différemment, non pas avec colère, mais avec des limites, avec clarté, avec la force tranquille de quelqu'un qui a été effacé et qui a décidé de réapparaître selon ses propres conditions. La lettre du comité d'éthique est arrivée un jeudi matin. Une simple enveloppe blanche, sans cachet, sans esclandre, juste un rapport plié et un court mot. Le dossier de Troyes avait été formellement examiné. Les conclusions concluaient que ces actions avaient enfreint le protocole du service, manqué à l'éthique envers les membres vulnérables de la famille et omis de déclarer des conflits d'intérêts. Ils n'ont pas prononcé le mot « licencié », mais ce n'était pas nécessaire. La lettre précisait que son congé administratif avait été prolongé indéfiniment dans l'attente de nouvelles sanctions disciplinaires. Son badge avait été désactivé, son accès au système révoqué, et il avait été recommandé qu'il ne soit pas réintégré dans un futur rôle d'intervention auprès des familles. J'ai posé le papier sur la table de la cuisine et je me suis assise avec. Je n'éprouvais aucune joie. Je n'avais même pas l'impression de tourner la page. Ce que je ressentais, c'était de la distance, comme si la version de Troyes, qui m'appelait autrefois maman, ne partageait plus le visage de l'homme qui avait tenté de m'effacer. L'après-midi même, j'avais rendez-vous avec le conseil des notaires. La licence de Janelle avait été suspendue le temps d'une enquête. Plusieurs vérifications falsifiées remontaient à son bureau à domicile. À mon arrivée, la femme chargée de l'examen du dossier tenait déjà mon dossier. Elle a dit que c'était l'un des exemples les plus nets de manipulation systémique qu'elle ait jamais vu. Ce mot m'est resté en tête, systémique. Ce n'était pas juste un moment cruel. C'était une structure, un processus pensé, voilé de politesse, adouci par le silence. Ce soir-là, j'étais assis dans mon nouveau bureau, la véranda, fraîchement repeint et rangé. Pas de carton restant, pas de meubles égarés, juste un bureau, une lampe et ce nouveau carnet. Je l'ai ouvert à la première page. J'ai noté 3 noms. 3, Janelle, le mien. Pas par colère. J'avais besoin de les voir côte à côte, sans distorsion, pour me rappeler qu'il ne s'agissait pas seulement de trahison. Il s'agissait de reconnaissance, de voir clairement les gens de sa vie et de choisir les rôles qu'ils sont autorisés à jouer. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau du greffier du comté. J'ai demandé à parler au cadastre au sujet des mises à jour du titre de propriété. Je leur ai donné l'ancien numéro d'acte, puis j'ai demandé que le titre de propriété soit légalement modifié, radié de tous les noms temporaires et rendu à la propriété exclusive. La réceptionniste marqua une pause. Puis elle me dit que le titre de propriété avait déjà été mis à jour. L'opération s'était déroulée discrètement, par un assistant du comité d'éthique immobilière. Dans le cadre de l'enquête, tous les noms associés avaient été supprimés jusqu'à avis contraire du conseiller juridique. Autrement dit, il était officiellement à nouveau à moi. J'ai demandé une copie papier. Elle m'a dit qu'elle me l'enverrait dans la semaine. En raccrochant, j'ai regardé autour de moi et j'ai senti le poids se déplacer. Pas soulevé, juste déplacé. Déplacé à un endroit où je pouvais le porter sans le casser. Plus tard dans la journée, l'équipe de jardinage est arrivée. Je les avais programmés des semaines auparavant et j'avais demandé une remise à neuf complète. Ils ont arraché les vieilles haies, arraché les racines, nettoyé le sol. Puis ils ont planté des cornouillers le long de la clôture, de la lavande douce près du porche et un petit banc de pierre sous l'arbre où 3 grimpaient autrefois. Debout sur le seuil, je les regardais se dérouler comme un souvenir réécrit, non pas effacé, mais simplement réancré. Je n'avais pas besoin que les voisins comprennent pourquoi ces changements se produisaient. Je ne devais à personne une version de l'histoire qui la rendrait plus propre. Ce qui s'était passé dans cette maison m'avait déjà façonné. Maintenant, je la façonnais à nouveau, non par vengeance, mais par retour, par racine, par le lent travail de reconstruction à partir de ce qui restait. Il ne s'agissait pas de reprendre le pouvoir. Il s'agissait de choisir la paix plutôt que la permission. Et cette fois, personne ne me demandait de partir. Début octobre, j'ai reçu une invitation du conseil consultatif du conseil municipal. Ils avaient entendu parler de l'incident, non par les gros titres ou les ragots, mais par une recommandation discrète recueillie auprès d'un membre de l'équipe des services de protection. Apparemment, mes documents, la façon dont j'avais navigué dans le système, avaient atteint plusieurs bureaux. Ils m'ont demandé si j'envisagerais de rejoindre un nouveau groupe de travail sur la politique du logement des personnes âgées. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas sûr de vouloir participer à nouveau à quoi que ce soit, mais quelque chose en moi, quelque chose qui n'avait pas bougé depuis des années, a dit oui avant que je puisse parler. La première réunion eut lieu dans un modeste immeuble en briques du centre-ville,
Le genre de bâtiment avec des plafonds bas et du café brûlé dans le hall. Je suis entré et n'ai reconnu personne. Ils étaient plus jeunes, plus intelligents, certains avec des tablettes, d'autres avec des dossiers à code couleur. Mais ils m'écoutaient. Ils marquèrent une pause lorsque je leur montrai une page de mes anciens dossiers de conformité. Ils prirent des notes lorsque je leur racontai combien il avait été facile pour mon fils de déposer une demande de tutelle sans preuve médicale. Ils ne me regardèrent pas comme une victime. Ils me regardèrent comme une collègue. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti cela. Après la réunion, je me suis assis dans ma voiture et j'ai laissé le silence m'envahir. Non pas le silence de la perte ou du repli, mais celui qui vient après avoir été entendu. De retour à la maison, j'ouvris les fenêtres et laissai le vent frais souffler dans les couloirs. L'odeur de la peinture fraîche s'était estompée. La maison sentait à nouveau le cèdre. Debout sur le seuil de la pièce que Troy avait autrefois utilisée, je remarquai que la lumière tombait différemment, plus vive, sans filtre, sans ombre qui s'accumulait dans les coins. Je n'ai pas fermé la porte. Je l'ai laissée ouverte. Plus tard dans la semaine, j'ai animé mon premier cercle de femmes au centre communautaire. 7 d'entre nous étaient assises en demi-cercle, chacune avec une tasse de thé et un carnet. Pas d'ordre du jour, pas de présentation, juste de l'espace. Une femme a raconté que sa fille l'avait installée dans une caravane derrière sa maison sans lui demander son avis. Une autre a parlé de la cession de son compte de retraite, son petit-fils ayant promis de l'aider à gérer les choses. Personne ne nous a interrompus. Personne n'a essayé d'arranger les choses. Nous avons simplement écouté. Quand mon tour est venu, je ne leur ai pas tout dit. J'ai juste dit ceci. Avant, je croyais que la famille était le lieu le plus sûr pour se reposer. Maintenant, je crois que c'est le lieu le plus sûr pour résister. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis retrouvé dehors, dans le jardin. Les cornouillers avaient vite pris racine. Leurs feuilles changeaient déjà de couleur. J'ai passé la main sur le banc de pierre et j'ai pensé à toutes les versions de moi-même que cette maison avait accueillies. Une jeune épouse, une mère, une veuve, une femme qui demandait à être vue, et maintenant une femme qui avait cessé de mendier. Ni amère, ni fermée, juste claire. J'ai refait de la soupe, plus épaisse maintenant, avec de l'orge et des poireaux. J'ai posé un bol sur la table. Pas de deuxième bol, pas de deuxième chaise. Je n'ai pas regardé l'horloge, pas attendu de pas. Au lieu de cela, je me suis assise dans le silence. Et pour la première fois, j'ai ressenti comme une présence, non une absence, comme si quelque chose était revenu. Pas quelqu'un, mais quelque chose. Un sentiment de moi-même autrefois englouti et qui maintenant siégeait tranquillement à mes côtés. Je n'avais pas besoin qu'on frappe à ma porte. J'étais déjà rentrée. C'était un jeudi après-midi quand l'enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de l'écriture familière de Troy. Le papier avait été soigneusement plié, comme si cela pouvait adoucir son contenu. Je me tenais près de l'évier de la cuisine pour le lire. Chaque ligne avait le ton de quelqu'un qui essayait de paraître mesuré, peut-être même plein de regrets, sans jamais vraiment atteindre le but. Il m'a dit qu'il avait suivi des séances dans le cadre du programme de bien-être du département, qu'il comprenait maintenant le poids de ce qu'il avait laissé se produire, qu'il n'attendait pas de pardon, espérant seulement que j'allais bien. Il n'y a eu aucune excuse, ni pour les papiers qu'il avait signés dans mon dos, ni pour les réunions auxquelles je n'avais jamais été invité, ni pour le regard qu'il m'a lancé ce soir-là dans la cuisine quand j'ai réalisé que mon nom disparaissait de tout ce que j'avais construit. Ce qu'il m'a offert n'était pas du chagrin. C'était de la distance déguisée en conclusion. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans le tiroir du bas de mon bureau, non par sentimentalisme, mais pour me rappeler que même le silence peut arriver avec des mots bienveillants. Je n'ai pas répondu. Ce week-end-là, la lavande près du porche a fleuri d'un seul coup. J'ai été prise au dépourvu. Un matin, les tiges étaient nues et l'après-midi, l'air était chargé de parfums. Les abeilles arrivaient par petites vagues et je leur ai laissé l'espace. La maison semblait différente à cette époque, non pas parce qu'elle était plus propre ou plus calme, mais parce qu'elle n'était plus pleine d'impatience. Je n'écoutais plus les pas ni ne m'arrêtais aux portes en me demandant qui pourrait entrer. Chaque chose avait désormais sa place, même la douleur. Une des femmes du cercle, Marlène, m'a invitée à son anniversaire. Rien de grandiose, juste un gâteau, du café, une poignée de femmes qui savaient s'asseoir dans une pièce sans envahir le silence. J'ai apporté des barres au citron. Elle a souri en me voyant et m'a dit que j'avais changé. J'ai répondu que non. J'avais simplement cessé d'attendre d'être sauvée. Sur le chemin du retour, je suis passé devant une librairie et j'ai remarqué une petite pancarte dans la vitrine.
Un groupe d'écriture pour les seniors démarrait en novembre. Réunions hebdomadaires, soirées micro ouverts. Je me suis arrêté, fixant le prospectus plus longtemps que nécessaire. Je n'ai pas pris de photos. Je ne me suis pas inscrit. Je suis juste resté là assez longtemps pour savoir que je pouvais y aller si je le voulais. De retour à la maison, j'ai rouvert le carnet. Page 37. J'ai écrit sur mon porche, sur le fait que c'était un endroit que j'évitais autrefois quand Troy et Janelle s'y installaient. Maintenant, c'était là que je prenais le thé chaque matin. J'ai écrit sur le silence du soir, comment il ne m'envahissait plus, mais s'enroulait autour de moi comme quelque chose de mérité. Ce soir-là, j'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti et je me suis assis seul. La rue était calme. Quelques lumières du porche brillaient dans le pâté de maison. J'entendais un enfant rire faiblement au loin. Je ne me sentais pas vieux. Je ne me sentais pas oublié. Je me sentais comme le gardien de quelque chose de sacré, pas de la maison, moi-même. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qui avait changé. Ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé. Ils avaient oublié que j'avais bâti cette vie avant même qu'ils ne tentent de la prendre. Et maintenant, avec ou sans leur nom, je continuerai à l'écrire tranquillement, fermement, comme si c'était la mienne. C'était un matin froid quand je suis passé devant le miroir et que je me suis vu clairement pour la première fois depuis longtemps. Ni la fatigue, ni les années. J'ai vu la fermeté dans mes épaules, le calme dans mes yeux, le refus de plier. La maison sentait le romarin et les livres. Une légère trace de vieux nettoyant au citron s'accrochait au rebord de la fenêtre, le genre d'odeur qui n'attire pas l'attention, mais rappelle que quelque chose a été soigné. Les formalités administratives étaient réglées depuis longtemps. Mon nom était le seul sur l'acte. Les archives municipales mises à jour. Le jardin en pleine floraison. Le cercle des femmes du centre était passé de 7 à 15. Et elles venaient non seulement pour parler, mais pour écouter, pour construire. Troy n'a plus jamais écrit. Pas de coup de fil, pas de deuxième lettre. Et je n'en ai pas attendu une. Certains silences méritent d'être préservés. Un dimanche après-midi, debout sur les marches de derrière, une tasse de thé à la main, j'observais un oiseau construire son nid dans l'auvent au-dessus de la remise. De la paille, du fil, des morceaux de quelque chose de bleu. Morceau par morceau, elle portait sa vie dans son bec et la rangeait à l'endroit qu'elle avait choisi. Pas l'endroit le plus sûr, mais le sien. Et je me suis dit que moi aussi. Cette semaine-là, j'ai organisé la première réunion chez moi. Rien de formel, juste quelques voisins, des femmes du groupe, une marmite de soupe, des parts de tarte aux poires et des rires spontanés. Personne n'a posé de questions sur la maison. Personne n'a évoqué le passé. Mais j'ai remarqué avec quelle aisance les gens se déplaçaient dans l'espace, comme s'il était entier, comme si j'étais entier. Plus tard dans la soirée, j'ai arpenté chaque pièce, caressé le couloir de la main, éteint les lumières une à une. Arrivé dans la chambre, je me suis arrêté près de la fenêtre ouverte et j'ai laissé l'air me caresser la peau. Puis j'ai murmuré quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute depuis des années. Je n'attends plus. Ni une approbation, ni une réparation. Personne ne peut défaire ce qui a été fait. Cette vie, aussi marquée et silencieuse soit-elle, m'appartient. Et cela suffit en faille. Si vous avez déjà dû reconstruire votre vie en silence, morceau par morceau, après avoir tenté de vous effacer, j'espère que cette histoire vous a rappelé votre propre force. Parfois, la paix n'arrive pas en fanfare. Elle surgit dans le silence que vous avez enfin le choix. Si un passage de cette histoire vous a touché, sachez que vous n'êtes pas seul. Merci de votre écoute. Sincèrement, abonnez-vous.